Notre histoire, c'est sur votre web radio avec Edouard Nyansounou. Bonjour à tous, bienvenue. 34 ans après la conférence des forces vives de la nation, nous en parlons dans notre histoire avec un de ses acteurs, pour ne pas dire instigateur. Mesdames et messieurs, Ali Oudou est ancien président de l'Organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin, ancien chef de district de Tangueta, ancien chef de district de Dogbo, député à l'ANR, entendez, Assemblée nationale révolutionnaire première et deuxième mandature, et ancien ministre de l'information et de la communication, toujours sous la Révolution, et ancien ministre de la jeunesse, de la culture, des sports et des loisirs sous le régime de la Révolution populaire du Bénin. Amis auditeurs, ironie du sort, il a été le premier à annoncer l'échec du régime du PRPB, parti de la Révolution populaire du Bénin, et a souhaité la convocation d'une assise nationale. Nous étions le 4 décembre 1982. Quels étaient ses constats et raisons? Comment a-t-il participé alors à ces assises qui ont finalement eu lieu du 19 au 28 février 1990? Nous allons aborder ces questions et bien d'autres avec notre invité. Amis auditeurs, Ali Oudou est aujourd'hui président de l'Organisation pour la défense des acquis de la conférence nationale. Ali Oudou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. 34 ans après la conférence des forces vives de la nation, ces assises qui ont eu lieu à Cotonou, à l'hôtel PLM à Lédio. Parlons-en. Vous êtes l'un des instigateurs de ces assises. Oui. Et sans conteste, tous les camarades du Parti de la Révolution populaire du Bénin, dont je suis membre, j'en étais un membre du comité central. J'étais le troisième idéologue du régime après mes aînés regrettés Adjo Boko Ignace et mon professeur de lettres Degla Joseph en tant que préfet de l'Atakura, président de la jeunesse du parti en gestation. Je suis celui-là qui, le 4 décembre 1982, a lancé à la face du monde cette déclaration fracassante annonçant l'échec de la révolution et proposant la nécessité de tenir une conférence des forces vives de la nation sur la base des dispositions de l'article 32 des statuts du parti de la Révolution populaire du Bénin. 4 décembre 1982, vous parliez déjà de l'échec de la révolution. Oui, de la révolution. Quels étaient vos constats? Mon constat, c'est que nous n'avons pas réussi à réunir les forces patriotiques qui ont aidé à concevoir le discours-programme du 30 novembre 1972 suite à une autre conférence nationale, je peux l'appeler ainsi, qui s'est tenue à la Bourse du Travail, et c'est à la demande du gouvernement militaire révolutionnaire de réfléchir sur un programme d'action du gouvernement militaire révolutionnaire. Le 30 novembre 1972 donc a permis de capitaliser cette réflexion consensuelle des forces vives de la nation, syndicalistes, jeunesse démocratique et autres forces de l'époque, pour concevoir ce qu'on a appelé la politique nouvelle d'indépendance nationale, PNIN, la politique nouvelle d'indépendance nationale. C'est ce document-là qui a servi essentiellement de base pour l'élaboration par le gouvernement militaire révolutionnaire du discours-programme 30 novembre 1972. Au lendemain de cela, il y a eu malheureusement une erreur gravissime. Laquelle? C'est la proclamation du marxisme-léninisme comme idéologie de la voie socialiste de développement le 30 novembre 1974 à la place de Gaulle. On va revenir sur le marxisme-léninisme tout à l'heure. C'est cette déclaration qui a créé la division dans les rangs des forces démocratiques de l'époque. Et c'est là le début de la crise dans le développement du mouvement révolutionnaire. Le 30 novembre 1972, date de la proclamation du discours-programme du gouvernement militaire révolutionnaire. Au 30 novembre 1974, c'était l'enthousiasme révolutionnaire de toutes les forces démocratiques du pays. Mais dès qu'on a annoncé le 30 novembre 1974 la voie socialiste de développement basée sur le marxisme-léninisme, la crise est née dans le mouvement révolutionnaire au Bénin. Donc l'échec avait déjà commencé par là. Oui, c'est déjà ça. C'était déjà là les germes de l'excès, parce que les forces démocratiques devaient être ensemble pour mener ensemble la lutte anti-impérialiste, se sont trouvées divisées
à cause de cette question idéologique qu'on appelle le marxisme. On va revenir sur le marxisme-léninisme, je le disais tout à l'heure, mais vous avez parlé d'une assise que vous appelez nationale, une forme d'assise nationale à la Bourse du Travail. Oui. Quelle était-elle? Précisez-nous cela. Oui, quand le gouvernement révolutionnaire a pris le pouvoir suite au coup d'État du 26 octobre 1972 et a proclamé à la fin cette phrase fatidique, « Vive la révolution », toutes les forces révolutionnaires qui combattaient le néocolonialisme à travers les régimes successifs de 1960 à 1972 étaient épris d'enthousiasme. Parce que pour eux, l'occasion est venue pour faire une politique au service du peuple contre ce qu'on appelle les intérêts de l'impérialisme dans notre pays. Malheureusement, j'ai dit, le discours-programme est venu casser cette unité donc des forces démocratiques du pays et a sonné déjà le début. Programme, vous dites. Ouais. 30 novembre 1972, c'est le discours-programme. Maintenant, qu'on appelle 114, toujours 30 novembre, c'est le discours d'orientation de la voie socialiste de développement basée sur le marxisme. C'est cette proclamation qui est venue casser l'unité des forces démocratiques. Et c'est là où le mouvement révolutionnaire a commencé par connaître une crise sur le plan national. Laquelle crise va effectivement se déboucher de manière antagoniste par l'agression du 16 janvier 1977. C'est après la leçon du 16 janvier 1977 qu'on a compris qu'il faut résoudre la contradiction, non pas par la voie violente, mais par la voie pacifique. Et c'est ainsi que la conférence nationale que j'avais proposée depuis le 4 décembre 1982 s'est offerte comme une solution pacifique pour résoudre la crise qui est née au sein des forces démocratiques du Bénin. L'assise de la Bourse du Travail a eu lieu en quelle année, quelle date? Non, en 1972, tout juste au lendemain du coup d'État, le gouvernement militaire révolutionnaire a convoqué les forces vives de la nation au palais. Malheureusement, à cette rencontre-là, il y a eu deux camps. Le camp des progressistes et le camp de ceux qu'on estime qui sont des alliés de l'impérialisme. De l'impérialisme. Ceux-là se sont retirés donc à la Bourse du Travail pour dire qu'ils ne peuvent pas travailler avec des valeurs locaux de l'impérialisme. Les syndicalistes, les mouvements de jeunesse et donc les mouvements qu'on appelle d'étudiants se sont retrouvés donc à la Bourse du Travail pour élaborer ce qu'on a appelé la politique nouvelle d'indépendance nationale. C'est cela qui a été pris comme base par le gouvernement militaire révolutionnaire pour proclamer le discours-programme du 30 novembre 1972. Donc tout s'est passé en 1972 là. Et le discours-programme a été proclamé où? Bien sûr au palais, le 30 novembre 1900 qu'on appelle 1972. Mais vous dites que le marxisme, léninisme était un échec. Déjà sa proclamation. Expliquez-nous. Le marxisme n'était pas un échec, mais c'est son choix à ce moment-là qui appelle la cause de l'échec. Pourquoi? Parce que les révolutionnaires béninois ont élaboré une ligne générale de la révolution en 3 étapes. La première étape, c'est le mouvement révolutionnaire de libération nationale. La deuxième étape, c'est la révolution démocratique populaire. La troisième étape, c'est la révolution socialiste. Donc, à la première étape, le marxisme ne pouvait pas être présenté comme idéologie pour tout le monde, puisque tout le monde n'est pas marxiste. Mais tout le monde est patriote tant qu'on s'oppose à la domination étrangère. Puisque le discours dit que la source première de la réaction de notre pays, c'est la domination étrangère. Cela faisait la promotion du nationalisme, n'est-ce pas? Bien sûr, mais un nationalisme exagéré pour l'étape. Parce que ça divisait. Parce que tout le monde n'adhère pas au marxisme. Le marxisme, par exemple, est reconnu comme étant une idéologie athéiste. Or, comme je l'ai montré dans ce que je vais produire en mai 86, il faut une idéologie conforme à la personnalité fortement religieuse de notre peuple. Et que quand on dit déjà marxisme, beaucoup disent automatiquement c'est l'athéisme. Et ça rejette une grande partie de notre peuple parce que c'est un peuple croyant qui rencontre Dieu 3 fois par jour, à l'occasion du baptême, à l'occasion du mariage, à l'occasion de l'enterrement. On ne parle que de Dieu. Et maintenant, si vous voulez faire la révolution avec ce peuple-là en disant que c'est le marxisme, ça crée une frustration. Et cette frustration qui a entraîné et qui a brisé l'unité qu'on appelle de pensée et l'unité d'action des forces démocratiques qui étaient toutes en justice à l'époque
pour accompagner le gouvernement militaire révolutionnaire. Juste pour ça, les gens avaient déjà tourné dos à la révolution. Voilà. Mais le peuple continuait parce que les cadres qui avaient donc un certain niveau politique n'étaient pas d'accord avec ce choix. Mais même moi qui vous parle, je suis un marxiste à l'époque, mais je n'étais pas d'accord parce que ça ne correspondait pas à l'étape. C'est à l'étape de la révolution socialiste que l'idéologie devait, qu'on appelle, s'imposer. Mais la première étape, là, tous ceux qui sont contre l'impérialisme religieux, tête couronnée, et ceux-là, y compris les marxistes, devaient se mettre ensemble pour faire un front patriotique face à l'impérialisme. Mais lorsqu'on a amené l'idéologie marxiste, c'est à casser ce front d'action unitaire. Déjà en 82, vous proposiez la conférence. Mais vous n'aviez pas été écouté. Je n'ai pas été écouté, malheureusement. C'est le groupe qu'on appelle Initiative patriotique des Dégués Marcelin, de Père à son âme. Il y a Bienvenu qui est encore, Bienvenu qui est encore vivant. Et c'est celui qui est décédé, son nom m'échappe. Leur groupe a réagi quand ils ont écouté ma déclaration où je dis la révolution a échoué et qu'il faut convoquer une conférence nationale. Ils m'ont contacté par mon collègue préfet à l'époque, comme moi, dans le bourg, à la Vodidi. Lui, il est encore vivant. Donc moi, j'étais préfet dans la Zakora. Donc quand ils ont écouté ma déclaration du 4 décembre 1982, ils disaient, voilà au moins quelqu'un dans le régime qui voit clair et que effectivement la situation elle devient de plus en plus, après 10 ans de révolution, il y a problème déjà, à cause de ce qui a été fait par le choix du marxisme le 30 novembre 1974. Après les réactions de ces personnes-là, d'autres se sont rapprochés de vous. Parlons précisément du camarade président Mathieu Kérékou. Non, le président Mathieu Kérékou a accepté cette idée, a reçu même qu'on appelle à ma demande le groupe Initiative patriotique des Dégués Marcelin, de Akora Bienvenu et Jean-Marie Zohon, père à son âme. Il est décédé pendant qu'il était en prison à Ouida. C'était les dirigeants donc, de ce groupe. À ma demande, ils ont été reçus par le président Mathieu Kérékou parce que ils disent qu'ils veulent faire la révolution, mais ils ne veulent pas rentrer dans le PRPB parce qu'on a proclamé le marxisme qui est en contradiction avec, disons, la personnalité spirituelle de notre peuple, qui est un peuple de croyants. Vous devriez aussi être reçu avec ces personnes-là, n'est-ce pas? Oui, je les ai introduits auprès du président Mathieu Kérékou, et c'est depuis ce temps-là que la préparation de la conférence nationale a commencé. Mais comme il y a des gens dans le régime qui n'étaient pas d'accord, c'est arrivé jusqu'à ce qu'on les a arrêtés. Et même que le président Mathieu Kérékou a reçu, les camarades du groupe ont été arrêtés sous prétexte qu'ils préparaient un coup d'État. Pendant que le président Mathieu Kérékou était à Natengo, en train de discuter avec le représentant du groupe Initiative patriotique, des gens du régime qui n'étaient pas d'accord pour la conférence nationale, les ont fait arrêter sous prétexte qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État dans un restaurant. C'est pour dire qu'à l'intérieur, il y a des gens comme moi, comme Alavo Didier, qui veulent et qui luttaient pour la conférence nationale, mais il y en a aussi des gens qui étaient contre, parce qu'ils estiment que le parti de la République populaire va pas de personnes d'influence dans la société. Or, nous estimons, nous, que le parti de la Révolution populaire de Bénin était incapable à lui seul de diriger la révolution. Parce que les forces de la révolution, c'est d'abord le peuple, les paysans, les ouvriers et les artisans. Mais tout le monde n'est pas... Ils étaient écartés, c'est ça? Non, ils n'étaient pas écartés. Mais idéologiquement, ils ne pouvaient pas épouser le marxisme comme confondait à l'athéisme. C'est ça le problème. Notre peuple est un peuple croyant. On entend d'autres personnes qui disent que ce n'était pas la religion qui était proscrite, mais plutôt les pratiques comme la sorcellerie. Il semble que vous aussi, vous nous Bien sûr. aviez... Après la proclamation du 30 novembre 1974 de la voie socialiste de développement et qu'on a guidé par le marxisme, j'ai écrit en même temps pour attaquer le point 9 de ce discours d'orientation qui disait la révolution était neutre vis-à-vis des questions religieuses tant que la religion ne vient pas s'interférer contre la révolution. Mais je disais déjà que c'était inconséquent. Il ne faut pas, on ne peut pas dire à un peuple religieux d'être indifférent à la religion. Mais c'était quand même pour montrer que c'était pas contre les religions. Mais le fait déjà de faire la déclaration de marxisme posait problème. Et comme on est conscient que le marxisme est taxé comme une idéologie athéiste, c'est pourquoi on a pris ce point de 9 pour dire non, attention, on n'est pas contre les religions, mais on est contre
toute action qui serait utilisée contre la révolution à partir de la révolution. C'était déjà quand même une conséquence. Parce que, comme je l'ai dit, dans le béninisme, le marxisme lui dit que l'âme même du marxisme, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Donc, quelqu'un qui est vraiment un vrai marxiste, il ne peut pas faire cette déclaration-là à ce moment-là, parce qu'il sait que le peuple béninois est un peu profondément religieux. Donc, ça veut dire, au sein même de qu'on appelle du régime, il y avait des courants qui s'affrontaient autour de cette question. C'est pas précis, hein? On pourrait dire que la révolution ne voulait pas l'implication des religieux, mais elle les acceptait. Elle les acceptait. Elle était neutre. Mais ce neutralisme-là n'était pas productif. Il fallait plutôt s'appuyer sur la religion, comme les Algériens sont appuyés sur la religion, peut-être pour dire l'impérialisme français, c'est le Satan. Donc là, par exemple, la religion a été utilisée pour mobiliser le peuple contre la domination française coloniale. Ben, vous avez bien dit que Kérékou vous a écouté. Bien sûr. Mais on a l'impression que ça a pris trop de temps, au point où vous lui aviez adressé une lettre en mai 1987. Oui, il y avait eu, face à la dégénérescence donc de la situation, de la dégradation de la situation politique, il y a le clergé qui a rendu public la lettre pastorale. Et cette lettre pastorale faisait une analyse critique de la situation et demandait donc qu'on puisse vraiment tout faire pour calmer donc la tension dans le pays et qu'il fallait unir les gens et pour sauvegarder la paix. Donc c'est à cette occasion que j'ai rédigé donc cette lettre-là pour rappeler la nécessité d'avoir une idéologie propre à la personnalité religieuse de notre peuple, que j'ai dénommé le béninisme, que j'ai rendu public en mai 1986, que le président Mathieu Kérékou a reçu, qui devait remplacer le marxisme pour que le peuple se sente concerné par l'idéologie révolutionnaire du moment. On va revenir sur le béninisme, mais d'abord, à vous écouter, on a l'impression qu'on suit moins, puisque vous aviez martelé que la révolution est le meilleur régime du point de vue démocratique, politique et même social. Oui, bien sûr. Pour autant, vous avez dénoncé son échec et vous avez proposé qu'on fasse une assise. Oui, c'est pour dire que les objectifs de la révolution à l'époque étant des objectifs de lutte contre la domination étrangère, étaient des objectifs justes et acceptés par tout le monde. Et c'est sur cette base-là, donc justement, qu'on a comment renverser la domination étrangère sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. C'est à cela que répondait le programme de la nouvelle politique d'indépendance proposée par les forces vives qui sont réunies donc à la Bourse du Travail. Ça suffisait pour faire la révolution, pour régler la première étape. Et c'est le fait d'avoir escaladé pour aller aux objectifs de la troisième étape qui n'est pas accepté par tout le monde, des gens comme moi, parce que ça créait la confusion et ça divisait qu'on appelle les forces démocratiques. Donc on avait trop assaisonné la sauce. C'est tout. Or, c'est le marxisme même lui-même que nous avons choisi là qui dit qu'il faut faire une analyse concrète d'une situation concrète. Donc il faut tenir compte de ce que notre peuple, à cette étape-là, ne pouvait pas comprendre ce que c'est que le marxisme et ne pouvait pas accepter le marxisme parce que le marxisme était présenté comme une idéologie anti-Dieu, une idéologie contre ce qu'on appelle la religion. Parlez-nous de manière concrète de vos propositions. La lettre à laquelle vous faites référence proposait deux choses. La tenue d'une conférence nationale pour aboutir à un front patriotique de toutes les forces démocratiques du pays, sans tenir compte des questions idéologiques. Mais l'idéologie du moment devait être le patriotisme, point. Et non des affaires. Voilà. Donc c'est l'idéologie de patriotisme. Tous ceux qui étaient d'accord avec les objectifs patriotiques de renverser la domination étrangère au plan politique, autant au plan économique, autant socio-culturel, c'est là que va venir la question de promotion des langues nationales, tout ça là devait être dans la révolution. C'est sur cette base-là donc la conférence nationale devait aboutir à l'époque où je l'avais proposé à un front patriotique pour la mise en œuvre du programme de la politique nouvelle de l'indépendance nationale. Donc, lorsque ça a duré et que la crise s'est aggravée, jusqu'à on est arrivé à l'agression de 16 janvier, parce que ceux qui n'étaient pas d'accord avec le marxisme ont armé les mercenaires et ils ont attaqué leur propre pays. Ça a dégénéré et voilà. Et le signifie que le parti de la République populaire a progressivement perdu son assise à cause donc qu'on appelle de cette inflation idéologique inutile. Donc, mais sinon,
du point de vue démocratique, c'est le pouvoir qui a installé, qui a donné le pouvoir au peuple dans tous les 3500 villages et quartiers du Bénin. Dans tous les 3500 villages et quartiers du Bénin à l'époque, il y avait un comité révolutionnaire local de 25 personnes, 13 jeunes, 7 femmes, 5 anciens. Alors ce pouvoir était démocratique. À l'Assemblée nationale, il y avait 336 commissaires de peuple, c'est-à-dire députés. Parmi eux, il y avait 86 paysans députés, parce que chaque district envoyait à l'Assemblée nationale révolutionnaire un paysan. Il n'y a jamais eu ça en dehors de l'expérience révolutionnaire d'octobre 1972. Donc c'est pour que je dis, si on est d'accord avec l'article 2 de notre Constitution, hier comme aujourd'hui, que le système de gouvernement au Bénin, c'est ce que dit l'article 2 de notre Constitution, c'est un système démocratique. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Seule la révolution de 26 octobre a pu réaliser cela en mettant les paysans, les ouvriers qu'on appelle dans les structures de direction du pouvoir qu'on appelle de l'État. Parlez-nous de la deuxième chose que vous proposiez. Il fallait changer l'idéologie permarcinisme par le béninisme. Le béninisme... Ce n'est plus le patriotisme. Non, c'est le patriotisme, mais qui tient compte du concept spirituel du peuple, qui est Dieu. Notre peuple se réfère toujours à Dieu. Si ce n'est pas au baptême, c'est au mariage, c'est à l'enterrement. Ces occasions, personne ne parlera du marxisme. Et c'est ça qu'il fallait prendre en compte. Il fallait donc prendre, dans une analyse concrète, de la situation concrète, Dieu comme référence et non l'anti-Dieu comme référence. Donc c'est le fait de se référencer à Dieu qui est le béninisme. Le béninisme. Ça a 3 fondements. Les gens taxaient la religion comme l'opium du peuple. Ma contribution est de montrer que la révolution n'est pas l'opium du peuple, parce que l'étude de la parole de Dieu m'a permis de savoir que Dieu a créé l'homme à son image, dans la Bible. Que Dieu a créé l'homme comme son vicaire, dans le Saint-Coran. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour faire mea culpa ou bien Saint-Esprit. Non, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer l'univers. C'est ça qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui est écrit dans le Coran. Je dis, c'est ça qu'il faut prendre, cette dimension qu'il faut prendre, pour montrer que avec Dieu, on peut faire la révolution, que l'homme peut assumer son destin de manière dynamique, de manière créative, puisque l'homme étant à l'image de Dieu, Dieu est créateur, donc l'homme est créateur. Donc ça, c'est le premier fondement doctrinal de l'ébénisme. Foi en la puissance bienfaisante de Dieu qui a créé l'homme à son image dans la Bible, comme son vicaire dans le Coran. Deuxième fondement qu'on appelle doctrinal de l'ébénisme. La foi en la force invincible du peuple lorsque celui-ci est organisé. Donc, lorsque le peuple est organisé sur la base de ses intérêts, rien ne peut l'arrêter sauf Dieu. Troisième fondement doctrinal, c'est la foi à la capacité illimitée de l'homme d'acquérir la science, la connaissance pour maîtriser son destin qui ne peut pas changer et aussi pour améliorer les conditions de vie. Voilà les 3 fondements doctrinaux du béninisme. Que j'ai envoyé, le président Kérékou a bien reçu ça. Il a fait multiplier ça, qu'on appelle mes collaborateurs de l'époque, en 15 pour partager à chaque membre du bureau politique. Mais ça n'a jamais prospéré parce que tout le monde ne comprenait pas cette nécessité d'adapter l'idéologie révolutionnaire à la personnalité religieuse de notre peuple. Mais Kérékou, le président Kérékou, lui, avait accepté cela parce qu'au moment où j'envoyais ça, tous mes cadres disaient « Ah !» Toujours, c'est toi qui empêches le vieux de dormir. On va dire que c'est toi qui veux casser la révolution. Il dit non. Et effectivement, à leur grande surprise, quand mon document est rentré dans la main du président Kérékou, il a dit de faire 15 copies. À l'époque, il y avait 15 membres du bureau politique. Donc, c'est le sommet des sommets de la révolution, ça. Il a partagé ça. Mais ça n'a pas pu procéder. Et quand il venait, Kérékou II, il est venu avec la Bible pour montrer que déjà, lui, il avait adhéré au béninisme. Qu'on peut faire la révolution avec Dieu. Est-ce que cela ne pose pas un problème lorsqu'on sait qu'il y a une diversité de religions? Comment cela pourrait être adopté lorsque Dieu a plusieurs noms au sein du peuple béninois? Mais Dieu est unique. Il a plusieurs noms, mais il est unique. Toutes les religions reconnaissent qu'en dehors des religions traditionnelles, on peut prendre peut-être un baobab ou une rivière, mais toutes les religions qu'on appelle, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le protestantisme, reconnaissent qu'il y a un seul Dieu. Donc un seul Dieu, qu'on appelle ça, ne vous appelle pas de problème. Chacun va l'appeler par son nom et qu'on appelle selon sa compréhension. La preuve, à l'Assemblée nationale révolutionnaire, les 3 religions étaient représentées. L'islam, le christianisme, qu'on appelle les religions endogènes. Sosa Guédenguer était le représentant à l'Assemblée nationale révolutionnaire du culte vaudou. On peut dire que la révolution a respecté vraiment sa neutralité et avait accepté
comme députés à l'Assemblée des représentants des 3 communautés religieuses majeures, le christianisme, l'islam et le vaudouisme. Eh bien, on peut dire que cela ne pouvait pas passer sans la tolérance, surtout lorsqu'on sait qu'il y a certains, ils parlent de Dieu, mais ils n'épousent pas la Bible, par exemple. Il n'a qu'à parler de Dieu, Dieu est dans la Bible. Il n'a qu'à parler de Dieu et Dieu est dans le Coran. Il n'a qu'à parler de Dieu puisque Dieu est dans le vaudou. C'est tout. Dites-nous, est-ce qu'on peut considérer que ce sont ces démarches-là que vous avez menées qui ont effectivement conduit à la conférence des forces vives de la nation, ou plutôt c'est parce que le régime était finalement à bout de souffle? Non, il y avait les deux. Il y avait les deux parce que le contexte était un contexte mondial, de crise mondiale économique. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle à l'intérieur la mauvaise gestion qui avait empêché de pouvoir honorer le paiement des salaires pendant près de 8 mois. Donc, tout ça l'a réuni a créé une situation explosive qui a fait que donc, le régime ne pouvait pas tenir donc, face aux revendications. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de notre émission avec vous sur les causes de la conférence des forces vives de la nation. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Bon, c'est pour dire que la situation actuelle aujourd'hui de crise sous le régime de la République appelle à cette solution des assises nationales. Donc c'est une autre forme de conférence nationale. Seulement nous proposons des assises nationales à partir des représentants des 5295 villages. Pour que ce soit plus un dialogue entre politiciens, mais que ce soit un dialogue entre le peuple organisé dans les 5295 villages et quartiers du Bénin et le président de la République pour faire le point de tout ce qu'on reproche à la gouvernance de la République et pour qu'on s'entende dans un dialogue pour adopter une feuille consensuelle et on installe un gouvernement d'union nationale qui va travailler selon le délai qu'on va donner et ça va aboutir à la révision de la Constitution de manière consensuelle et un nouveau départ pour la nation béninoise. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission, c'était également avec Samuel Ndio, Virgile Awansé, Edouard Yansounou. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.